très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors, c'est un peu une première pour moi parce que malheureusement, Manon Massé est arrêtée, donc c'est elle qui devait animer cette session. Je la remercie pour l'organisation. Et donc, du coup, je ne maîtrise pas aussi bien qu'elle les outils du webinaire, mais c'est l'occasion de faire un petit briefing et de dire qu'il est possible qu'il y ait quelques soucis techniques au cours du webinaire. Donc, on est ensemble pour une demi-heure de présentation avec Guillaume et Emmanuel que je vais vous présenter. Puis, on aura 10 minutes, un quart d'heure à la fin de cette présentation de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans la partie du chat. Moi, je colligerai au fur et à mesure les questions et puis on y répondra à la fin, évidemment. Donc, nous sommes aujourd'hui là pour discuter d'implémenter la culture de sécurité durable en santé. C'est un webinaire qui est co-organisé donc par la Safe Team Academy dont je suis le fondateur. On va essayer de rendre les choses interactives et donc certains connaissent peut-être slido.com. Slido, c'est donc vous pourrez répondre à des questions tout au long de. Il y aura quatre ou cinq questions pour dynamiser un peu l'échange. Donc je vous propose soit de vous connecter sur votre ordinateur à partir du QR code. Il y a la session, c'est le petit hashtag de 1183-306. On vous représentera tout au long de la session cette diapo pour que les uns et les autres puissent se connecter si certains n'ont pas pu le faire au début. Je vais vous présenter les deux intervenants du jour. Emmanuel Radji, qui est formateur et consultant indépendant en facteurs organisationnels et humains et culture sécurité. C'est un ancien personnel navigant commercial. Vous trouverez son adresse email et puis cette diapo, on la représentera aussi à la fin. Et puis Guillaume Tircio, pilote de ligne, formateur CRM. Donc CRM, en gros, c'est l'ensemble des outils qui permettent de développer cette culture sécurité avec trois niveaux, au niveau de l'individu, de l'équipe et de l'organisation. Guillaume, il est aussi l'auteur du livre Mieux réussir ensemble et les deux ont coécrit le livre blanc que vous avez peut-être pu télécharger sur la culture sécurité. Je crois que c'est à vous. Moi, j'ai fait mon boulot, hein. Oui, bonjour à tous. Pour introduire ce webinaire, on vous propose une petite vidéo très courte qui permet de réfléchir un peu aux priorités qu'on doit se donner lorsqu'on est dans une situation à risque. Alors, il n'y aura pas forcément le son, mais c'est pas très grave. Il n'y a pas de dialogue. Alors, comme on vient de le voir sur cette petite vidéo, il ne suffit pas d'appliquer les règles pour travailler en sécurité. Quand on parle de sécurité, il est aussi question de comportement et donc de culture. Et si on regarde une définition de la culture de sécurité, notamment celle-ci qui est proposée par l'European Society for Quality in Healthcare, définition qui a été reprise par la HAS d'ailleurs, on se rend compte que cette définition peut paraître un peu indigeste, un peu ésotérique, mais au cours du webinaire avec Guillaume, on va s'atteler à vous rendre les choses un peu plus concrètes et à vous faire prendre conscience de la nécessité de cette culture. Ce qu'on peut dire en regardant cette définition déjà, c'est qu'il y a un certain nombre de mots-clés, notamment il est question de croyances, il est question de valeurs. Quand on parle de culture, on peut aussi parler de mythes, de tabous, et surtout on va parler de comportements, que ce soit des comportements individuels ou organisationnels. On aura peut-être l'occasion d'y revenir en fin de webinaire si on a le temps ou au travers des questions que vous voudrez poser éventuellement. En tout cas, ces comportements sont au cœur de la culture. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que c'est important de parler de culture alors qu'on a des personnels qui sont formés, qui sont compétents, on a des réglementations et des procédures qui encadrent nos activités à risque, on a des référentiels sur lesquels nous appuyer, et puis on a des systèmes de gestion des risques qui ont été mis en place dans les différentes organisations. Eh bien, en fait, on s'est rendu compte, au travers des accidents industriels qui ont eu lieu tout au long de ces dernières décennies,
on va vous en afficher quelques-uns à l'écran, que la culture est au cœur de la sécurité. Les exemples que vous avez à l'écran sont des accidents industriels majeurs dans lesquels on s'est rendu compte que la culture des organisations était totalement inadaptée. Alors que ces organisations avaient des personnels compétents et formés, avaient des réglementations, s'appuyaient sur des procédures et des référentiels, et avaient mis en place, de façon plus ou moins importante, des systèmes de gestion de risque. Et malgré tout, il y a eu ces accidents majeurs. Euh, Si on se concentre sur l'aéronautique et qu'on regarde les travaux de James Friesen, qui est un des pionniers du travail sur l'erreur humaine dans les années 80-90, il avait fait tout un travail au milieu des années 90 en comparant l'accidentologie aérienne d'une compagnie à une autre. Et il avait mis en exergue qu'on pouvait faire varier le risque d'accident mortel d'un facteur 42 entre les différentes compagnies aériennes en fonction du type de culture qui était développée dans ces compagnies. Et donc, on voit donc que la culture, c'est un levier qui est primordial pour améliorer la sécurité. Et pour continuer, on va vous proposer de casser quelques mythes et de répondre à quelques questions concernant la performance humaine. Guillaume, je te passe la Alors, parole. merci Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous. L'objectif, ce n'est pas de vérifier vos connaissances. Vous verrez d'ailleurs que certaines questions sont plutôt rhétoriques. Et on va commencer d'emblée par cette affirmation qu'on entend parfois. C'est le fait que les bons professionnels ne font pas d'erreur. Donc, vrai ou faux? Pas besoin de répondre ici. Vous aurez l'occasion d'utiliser Slido sur les questions suivantes. Bien sûr, on sait que c'est faux. On sait que c'est faux et il y a un petit exercice que je vous propose pour vous en convaincre, si c'est encore nécessaire, c'est de regarder ce dessin. Et la question que je vais vous poser, c'est quel est le disque orange le plus grand, celui de gauche ou celui de droite? Normalement, vous allez voir le disque de droite comme étant plus grand que celui de gauche. Maintenant, si on vérifie lequel est le plus grand, eh bien, en traçant deux lignes parallèles, on se rend compte qu'ils ont exactement la même taille. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre cerveau fonctionne sur base relative et comme le disque de gauche est entouré de disques plus grands, il paraît plus petit que celui de droite qui est entouré de disques plus petits. Et ça me permet pardon, euh, d'introduire le modèle de fonctionnement individuel sur lequel on peut s'appuyer pour comprendre l'erreur humaine et trouver des moyens, des parades de ne pas tomber dans ces erreurs ou alors de ne pas avoir de conséquences suite à ces erreurs. C'est un modèle qui est basé sur un mode de fonctionnement du cerveau en deux sous-fonctionnements que sont le système 1 et le système 2. Vous l'avez probablement déjà entendu. C'est un psychologue israélo-américain du nom de Daniel Kahneman qui a popularisé ce modèle. L'idée, quelle est-elle? C'est qu'en fait, notre système 1, c'est notre fonctionnement automatique. C'est celui qui va nous présenter les évidences et notre système 2, c'est notre capacité de réflexion. Et donc, lorsque vous voyez ce schéma, eh bien, votre système 1, automatiquement, parce qu'on est câblé comme ça, parce qu'on fonctionne de manière relative, il va vous dire, avec une évidence telle que vous n'allez pas la remettre en question, le disque orange de droite est plus grand que le disque orange de gauche. Alors, vous avez deux solutions à ce moment-là. Soit vous prenez ça comme un acquis et vous ne le remettez pas en cause, soit vous activez votre système 2 et vous trouvez une manière de réfléchir à vérifier si cette affirmation qui vous est proposée par le système 1 est véridique ou pas. C'est essentiel quand on est dans des situations dans lesquels les enjeux sont importants, parce que ça va nous permettre éventuellement de remettre en cause une évidence présentée par le système 1 dans le cas d'une situation à risque, et on va pouvoir se rendre compte qu'on se trompe grâce à l'activation du système 2, à la réflexion. Alors, question suivante. Pour celle-ci, vous allez pouvoir participer via Slido, et je donne la parole à Emmanuel. Oui, merci Guillaume. Donc, je laisse aux participants le temps de se reconnecter sur Slido s'ils ne l'ont pas déjà fait tout à l'heure avec le QR code et de répondre donc avec un temps d'éveil de 17 à 19 heures d'affilée, donc sans avoir eu l'opportunité de faire une petite sieste réparatrice éventuelle. Le nombre d'erreurs augmente dans quelle proportion? À hauteur de 50%, 100%, 200% ou 250% par rapport à la normale. Je vous laisse encore quelques secondes de réflexion.
Guillaume, tu me dis si tu as une vue sur les réponses. Alors moi, je n'ai pas de vue sur les réponses, mais je pense qu'on devrait en avoir une. Tiens, Ok. Donc, intéressant. ok. Donc la bonne réponse, on verra techniquement si on a des statistiques sur la participation. La bonne réponse était 200%. Effectivement, après un temps d'éveil de 17 à 19 heures, on a une augmentation du nombre d'heures d'environ 200%. Et effectivement, ça c'est un incontournable dont il faut avoir conscience, c'est que l'être humain, effectivement, est sujet à la fatigue, est sujet au stress. Il n'a pas toujours la capacité de laisser ses problèmes personnels à la porte de son travail. Et un être humain n'a pas une performance toujours linéaire et égale d'une journée à une autre. Or, il y a une croyance qui est profondément ancrée dans certains milieux professionnels, et en particulier dans le médical, c'est particulièrement vrai, c'est que la médecine, c'est un sacerdoce qui ne souffre pas de limites et que les personnels médicaux, même s'ils sont épuisés, ils doivent se sacrifier pour le bien-être de leurs patients. C'est le complexe de Superman ou la culture du héros qu'on trouve donc dans le médical, mais pas seulement. Sauf que effectivement, l'être humain a des limites et que d'approcher ces limites, ça ne permet plus d'avoir des marges pour anticiper, détecter, prévenir, corriger les erreurs éventuelles qui pourraient survenir. Et donc, un premier point qu'on peut avoir en tête, c'est que la culture de la marge est quelque chose d'essentiel en matière de culture de sécurité, c'est-à-dire prévoir des marges quand on conçoit le système pour absorber les limites et la variabilité de la performance humaine, c'est essentiel. Question suivante. J'affiche la question suivante, sachant que je ne parviens pas à trouver par rapport au sondage ici comment afficher les résultats. Donc, Emmanuel vous donnera de toute façon la bonne réponse à chaque fois. Donc la question suivante, c'est comment est-ce qu'on acquiert nos pratiques de travail, principalement? Parce qu'effectivement, il y a plusieurs réponses possibles, mais l'essentiel de ces pratiques de travail, est-ce que c'est par mimétisme? On duplique, on copie ce que font les autres, par les formations, par l'expérience, en obéissant aux ordres ou par la peur des sanctions? Là aussi, je vous laisse quelques secondes de réflexion pour répondre via Slido. En fait, l'essentiel de l'acquisition des compétences et des pratiques professionnelles se fait par l'exemplarité, par le mimétisme. Et c'est là qu'on acquiert, qu'on aborde, pardon, le rôle central de l'exemplarité du management. Ce dont il faut avoir conscience, c'est que les actes des managers ont beaucoup plus de poids sur les comportements sécurité des individus que tous les messages sécurité qui peuvent être affichés dans les entreprises. Il y a des travaux de l'Université du Texas qui a un département spécialisé dans les facteurs humains depuis très longtemps, qui a démontré que ce qui influence le plus les comportements de sécurité, c'est la perception que les individus ont de l'engagement sincère et proactif de l'organisation en matière de sécurité. Et cette perception passe essentiellement, se construit essentiellement au travers de la façon de faire des managers. Et au-delà de la citation d'Albert Einstein qui est à l'écran actuellement, il y a une autre petite citation que j'aime beaucoup, qui nous vient de Robert Vincent Joule, le directeur du laboratoire de psychologie sociale à l'Université d'Aix-Marseille, qui dit très justement: ce qui intéresse mon chef me fascine. C'est-à-dire que si on a un chef qui nous parle jamais de sécurité, bah, c'est que la sécurité, c'est pas important. Si on a des chefs qui nous parlent de sécurité, mais qui, dans leur pratique, dans leur comportement quotidien, n'agissent pas en sécurité, eh ben, c'est que la sécurité n'est pas réellement une priorité. Donc, l'exemplarité du management est quelque chose de fondamental. Question suivante. Quel pourcentage des incidents mineurs un système de retour d'expérience permet-il de rendre visible? 15%, 35%, 55%, 75%. Là aussi, je vous laisse quelques secondes de réflexion par rapport à ça. Ah bah voilà, là, on arrive à voir les résultats via Slido. 15%, 80%, 20% pour 35, c'est parfait. Effectivement, c'est la bonne réponse, c'est 15%, effectivement. Ça, c'est des travaux qui ont été faits par une équipe de chercheurs français en 2006, oui. Alors, c'est des chiffres qui datent un petit peu. Ça serait intéressant d'ailleurs de refaire une recherche dans le même sens pour voir si on arriverait au même chiffre. 15%, ça peut paraître peu.
mais peut-être que ça a évolué avec l'amélioration de la culture de sécurité dans les organisations à risque. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est qu'un système de retour d'expérience qui fonctionne nécessite un certain nombre de fondamentaux. Développer la confiance pour que les opérateurs osent partager leurs difficultés, leurs erreurs, leurs écarts, etc. Et puis, il y a aussi la nécessité de mettre en place des ressources et des moyens nécessaires pour collecter, analyser, exploiter ces retours. Parce que ça ne s'improvise pas. Il faut former les personnels à savoir quoi reporter, comment le reporter pour que ce soit efficace. Il faut former les analystes pour que l'analyse soit efficace à son tour. Et l'exploitation, il faut assurer qu'il y ait un retour d'information vers ceux qui ont pris la peine d'écrire et vers l'ensemble du collectif, de façon à ce que chacun prenne conscience que c'est utile de faire des retours et que le système s'améliore grâce à ça. Donc ça ne s'improvise pas. Et ce qu'on a remarqué, ça c'est un spécialiste américain qui s'appelle David Marks qui a travaillé là-dessus, c'est qu'au fur et à mesure que la culture s'améliore, on améliore la qualité de l'information qu'on arrive à récupérer. Au tout début, quand on met en place un système de retour d'expérience, le signal qu'on arrive à récupérer, c'est en général du signal sur le matériel qui ne marche pas, qui est absent, etc. La culture s'améliore et là, on va commencer à parler des écarts. Mais les écarts des autres, on n'est pas encore suffisamment en confiance pour parler de ses propres écarts. La culture continue de s'améliorer et là, on va se mettre à faire des retours sur ses propres erreurs. Et le Graal, c'est non seulement de continuer à avoir du message sur les problèmes matériels et sur les problèmes et sur ses propres erreurs, mais c'est également sur ses propres violations. Euh, Cette amélioration de la culture et du système de retour d'expérience permet de lutter contre ce qu'on appelle le silence organisationnel. Alors, le silence organisationnel, c'est quoi? C'est quand il y a des informations importantes qui sont disponibles au niveau du terrain et qui ne remontent pas dans les strates supérieures de l'organisation. Ce qui fait que le top management ne peut pas être conscient d'un certain nombre de choses et en conséquence, certaines décisions sont inadaptées. Alors, il y a plein de mécanismes qui existent et qui expliquent ce silence organisationnel. Ça serait trop long de rentrer dans les détails, mais juste pour vous citer un exemple ou deux, du point de vue des opérateurs de terrain, ça va être l'impression que ça ne sert à rien de faire des remontées d'informations ou la crainte de la réaction des managers. Et du côté des managers, justement, ça peut être aussi la faible connaissance du terrain, c'est-à-dire que des managers qui ne sont pas en contact avec le terrain et qui ne connaissent pas le travail de terrain, quand ils ont des informations qui leur remontent, ils peuvent avoir des difficultés à en évaluer la pertinence. Et un autre exemple, c'est dans certaines cultures la croyance qu'un bon manager n'est pas celui qui fait remonter les problèmes, mais celui qui les gère. Donc si je fais remonter des problèmes, c'est que je suis un mauvais manager. En tout cas, lorsqu'un système de retour d'expérience fonctionne bien, on se retrouve avec une quantité importante d'informations sur des événements bénins, sur des micro-événements. Et je pense que tous, vous avez déjà vu la pyramide de Bird. Cette pyramide établit un ratio entre les incidents bénins qui forment la base de la pyramide et les accidents mortels qui sont, eux, au sommet de la pyramide. Alors, partant de ce principe qu'il y a une relation de ratio entre les deux extrémités de la pyramide, on passe beaucoup de temps et on consomme beaucoup d'énergie à analyser les incidents et les événements bénins qui sont à la base, espérant qu'en réduisant ce nombre d'incidents bénins, on va pouvoir éliminer les accidents mortels. Alors, en fait, cette proportionnalité n'existe pas, n'est pas réelle. Elle serait valable si les mécanismes des accidents bénins étaient les mêmes que ceux des accidents mortels, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a qu'une seule partie des événements bénins qui représente ce qu'on appelle des situations à haut potentiel de gravité. Et arriver à identifier dans toute cette masse d'informations quels sont les éléments qui représentent un vrai potentiel de gravité, c'est ce qu'on appelle le diamant de la prévention. Et en arrivant à analyser suffisamment précisément cette base de la pyramide, on peut enfin arriver à prémunir les accidents graves et mortels. C'est pour ça que, c'est entre autres pour ça que la mise en place d'un système de retour d'expérience, et entre autres sur sa partie analyse, ne s'improvise pas et nécessite des moyens. Et je vous propose de voir un autre mythe maintenant avec Guy sur la suite de la présentation. Voilà, donc en termes de prise de décision maintenant, que ce soit au sein d'une équipe ou au sein d'une organisation, est-ce qu'on peut dire qu'une réflexion profonde garantit la meilleure décision qui soit? Si on y passe le temps nécessaire, si on met les ressources nécessaires, est-ce que la réponse qu'on va apporter à la situation va être forcément la meilleure? Ben, la réponse, c'est non. Pourquoi? Parce qu'en fait,
dans toute prise de décision, il y a des facteurs non rationnels qui vont s'inviter. On pense que lorsqu'on essaye de réfléchir et de prendre le temps, on va inviter uniquement son système 2, mais ce n'est pas le cas. Le système 1 sera toujours là pour nous influencer, notamment en fonction de notre état émotionnel. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a toute une série d'études qui ont montré que, en fonction de la météo, en fonction du fait que notre équipe favorite a gagné ou perdu son match, en fonction de toute une série d'éléments qui vont influer notre humeur, la manière dont nous allons prendre nos décisions seront plus ou moins influencées par notre état émotionnel. Et puis, il y a toute une série de biais cognitifs. Il y en a environ 190 qui ont été répertoriés dans la littérature scientifique qui vont également influencer la manière dont nous prenons nos décisions. Biais d'habitude, de conformité, d'obéissance à l'autorité, de confirmation, l'effet d'ancrage, toute une série de biais qui vont systématiquement s'inviter. Alors l'objectif, quel est-il? Il est en fonction du temps disponible, en fonction de la situation à laquelle on fait face, de mettre en place un processus de prise de décision qui va être structuré et qui va viser à nous affranchir au maximum de notre état émotionnel et de nos biais cognitifs, mais ce ne sera jamais efficace à 100%. On sera toujours influencé. Alors, je repasse la parole à Manu pour une dernière question. Alors, la voici. Voilà. Donc, quel est le meilleur moyen pour un manager d'avoir conscience de la réalité du terrain? Lire les rapports d'événements indésirables, attendre que ses équipes viennent lui parler, suivre les indicateurs de performance de l'organisation ou être présent sur le terrain. Là aussi, je vous laisse quelques secondes pour répondre via le Slido si vous le souhaitez, sachant qu'on a déjà évoqué un petit peu une petite piste tout à l'heure. Donc, en fait, la meilleure façon pour un manager d'avoir conscience de la réalité du terrain, effectivement, c'est être présent sur le terrain. Merci d'avoir affiché le résultat, Guillaume. Pourquoi est-ce important? Parce qu'il y a toujours un écart entre ce qu'on appelle le travail prescrit, c'est-à-dire tel qu'il a été imaginé au moment de la conception, et le travail réel, tel qu'il est effectivement fait sur le terrain. Dans l'esprit de nombreux managers, le travail se fait de façon assez linéaire, sans difficulté majeure, et il est relativement aisé pour les opérateurs d'atteindre la ligne d'arrivée. Sauf que la réalité du terrain est tout autre. Le terrain est beaucoup plus accidenté, et il y a énormément d'obstacles sur la route des individus. Le matériel qui ne fonctionne pas ou qui est absent, du personnel qui est absent, des procédures qui sont inefficaces, un contexte de travail qui n'est pas celui qui était prévu par la procédure. Et donc, tout cela va rendre le travail beaucoup plus compliqué à effectuer et l'objectif beaucoup plus difficile à atteindre. C'est pourquoi il est primordial de s'intéresser à une notion qui est souvent mise de côté, qu'on appelle le coût humain de la performance. C'est-à-dire que, OK, on a atteint nos objectifs, mais à quel prix? Et si la performance est atteinte à un coût humain trop élevé, le système, certes, est peut-être efficace puisqu'on a atteint nos objectifs, mais il n'est pas efficient puisqu'il gaspille ses ressources, en l'occurrence ses ressources humaines. Maintenant qu'on a vu cette notion de travail prescrit, travail réel et de coût humain de la performance, voyons un autre mythe. Est-ce qu'un rappel à la règle est suffisant pour qu'un événement indésirable ne se reproduise pas? Vrai ou faux? Là aussi, alors c'est pas via le Slido, là c'est juste pour vous, pour votre réflexion. Bien évidemment, c'est faux. Pourquoi ça ne suffit pas? Eh bien parce que les mécanismes qui mènent à des événements indésirables sont autrement plus complexes que simplement le respect ou non d'une règle. Comme nous l'avons vu juste avant avec les notions de travail précis, travail réel, l'exécution d'une tâche, en fait, n'est jamais la simple application d'une règle ou d'une procédure. En fait, l'opérateur doit en permanence faire des arbitrages entre trois éléments: des objectifs internes et externes, des contraintes internes et externes, et des ressources, là aussi, internes et externes. Donc, si on ne fait pas en sorte de limiter au maximum le delta entre le travail prescrit et le travail réel, les opérateurs vont devoir multiplier ces arbitrages au risque de perdre le contrôle de la situation si ça devient permanent, parce qu'on va vite atteindre les limites d'adaptation de l'être humain. Donc, si on ne modifie pas les contextes qui ont amené à l'erreur, il y a toutes les chances que cela recommence. Alors, lorsqu'on dit que des événements indésirables sont des phénomènes complexes, qu'est-ce que cela veut dire? On parle de phénomènes émergents. Pour bien faire comprendre ce qu'est un phénomène émergent, on va faire un peu de chimie. Si on nous donne le symbole chimique Na,
Na, c'est quoi? C'est du sodium. Le sodium, c'est quoi? C'est un métal gris, argenté, mou, avec des propriétés explosives. Si maintenant on prend le symbole chimique Cl, le Cl, c'est quoi? C'est du chlore. Et c'est quoi le chlore? À l'état de corps simple, c'est un gaz, le dichlore, qui est toxique. Donc il viendra à personne l'idée d'ingérer le premier ou d'inhaler le deuxième de façon volontaire et spontanée. Et pourtant, quand on additionne les deux, on obtient du NaCl. Et le NaCl, c'est quoi? C'est la formule chimique du sel de table, qui lui est comestible. C'est ça un phénomène émergent, et un accident, un événement indésirable est un phénomène émergent, c'est-à-dire un phénomène qu'on ne peut pas comprendre si on analyse séparément les différents éléments constitutifs de ce système. C'est pour ça que lorsqu'on analyse un événement indésirable, il faut non seulement analyser la performance de l'individu, mais aussi la performance du système dans son ensemble. Alors maintenant que nous avons répondu à quelques questions et essayé d'avoir une meilleure compréhension de certains fonctionnements humains en rapport avec la culture de sécurité, découvrons maintenant comment s'est construite cette philosophie au fil des décennies. Guillaume? Alors, la première étape marquante en aéronautique au niveau du développement de la culture de sécurité, elle a eu lieu en 1935. Ici, vous voyez une photo du Boeing 299 lors de son vol de démonstration devant l'état-major américain, qui devait décider d'en acheter un certain nombre ou pas en remplacement des appareils précédents. Et puis, ceci, c'est une photo quelques minutes plus tard. Donc, c'était un avion qui avait bien sûr déjà volé pendant de nombreuses centaines d'heures. C'était un des prototypes. Afin de valider les performances de cet appareil. Le pilote qui était aux commandes ce jour-là, c'était le Major Hill, le pilote d'essai le plus expérimenté de la US Navy à cette époque. Et il a simplement, bêtement, oublié de réaliser un geste qu'il réalisait avant chaque vol jusque-là, à savoir débloquer les commandes de vol avant le décollage. C'est un peu comme s'il avait voulu prendre sa voiture sans débloquer le volant avant de prendre la route. Et donc, en est née la checklist. En 1936, le premier outil de sécurité qui a été développé en aéronautique, et en lien avec les facteurs humains, c'est la checklist, un petit morceau de carton sur lequel figuraient les éléments qu'il fallait euh, absolument réaliser, qu'il fallait absolument ne pas oublier, parce qu'ils pouvaient avoir une conséquence délétère sur le vol. Ensuite, bah, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, et puis après cette époque, on a eu l'époque des héros. Alors ici, vous avez un petit flyer d'Air France à l'époque, et je vais grossir une phrase. Donc, le commandant de bord est plusieurs fois millionnaire en kilomètres de vol. Comme lui, ses officiers adjoints, copilotes, radionavigateurs et mécaniciens ont été formés à la difficile école des navigants d'Air France, qui admet exclusivement la candidature d'aviateur exceptionnel. Donc ça, c'est moi. Trêve de plaisanterie. Quelle a été la conséquence de la culture de l'époque, de ce paradigme? Eh bien, on était dans l'idée que l'erreur était inacceptable. Il y avait d'ailleurs des publications à l'époque qui analysaient des accidents comme présentant des erreurs impardonnables. Et donc, on était dans un paradigme où les bons professionnels ne font pas d'erreurs, mais comme on en fait tous, système 1, système 2, on va avoir une situation où on va systématiquement cacher les erreurs lorsqu'on les commet. La conséquence, c'est que l'organisation ne va pas pouvoir mettre en place de mesures correctives. Les fautifs, ceux qu'on considère comme étant fautifs, opérateurs de première ligne, responsables, sont punis. Et donc, on est dans un fonctionnement qui ne fonctionne pas. Surtout, on ne dit rien, on ne veut pas regarder, on n'écoute pas ce qui se passe. La conséquence, c'est que pendant les années 70, il y a eu toute une série d'accidents qui ont résulté de cette culture de l'erreur inacceptable. Et l'accident que vous voyez là en 1978 a conduit à une étude qui a été menée conjointement avec la NASA. Et les conclusions qui ont été données à la suite de cette étude, c'est qu'en fait, l'erreur, elle est inévitable. Mais donc, en conséquence, que va-t-on faire? Eh bien, maintenant qu'on sait que l'être humain est intrinsèquement faillible et que les bons professionnels font également des erreurs, on va essayer de faire en sorte de mettre en place des outils de manière à réduire la probabilité que ces erreurs surviennent et d'autres outils pour que les conséquences des erreurs, si elles surviennent, soient réduites autant que possible. Donc là, on est dans les années 80. Ça a mené au développement
dans le courant des années 80 de ce qui s'est appelé le Cockpit Resource Management, la gestion des ressources du cockpit. Donc, comment faire en sorte de tenir compte de l'avis de tout le monde, d'avoir la capacité de déléguer, de communiquer de manière efficace, de prendre des décisions de manière concertée, de gérer la charge de travail de manière efficace. Et aujourd'hui, nous continuons d'utiliser ces compétences non techniques au sein des équipages, à la fois pilotes et PNC, personnel navigant commercial. Voici le modèle de compétences des pilotes à Air France. Alors, vous voyez qu'il y a un peu de pilotage parce que ça reste notre cœur de métier. Il y a un peu de procédure parce que c'est un métier qui est très procédural. Par contre, tout le reste, 70% du modèle, concerne des compétences non techniques. La connaissance de soi, comment je suis capable de gérer mes états émotionnels, mon stress, mon attention, ma fatigue, le monitoring avec une surveillance et un support mutuel permanent, et 5 compétences que sont prise de décision, gestion de la charge de travail, conscience de la situation, leadership, travail en équipe et communication. Donc là, on a parlé de l'individu, on a parlé des équipes, et on peut extrapoler tout ça aux organisations. Emmanuel va vous en parler. Alors, si on regarde l'image qui est à l'écran actuellement, on fait le constat qu'on a deux fioles deux flacons qui sont extrêmement similaires, presque identiques, et pourtant, il y en a un, c'est un antibiotique, et l'autre, c'est un agent anesthésiant. Et lorsqu'on voit la similitude entre ces deux flacons, pour des produits dont des effets sont aussi différents, la question n'est pas de savoir s'il y aura une erreur un jour, mais quand elle aura lieu. Parce qu'il est évident qu'avec une similitude aussi proche, l'erreur surviendra tôt ou tard. Et donc, la question qu'on peut se poser, l'autre question qu'on peut se poser derrière, c'est de savoir quelle est la culture qui est à l'œuvre dans le système pour permettre une telle situation qui va forcément entraîner une erreur, sans doute avec des conséquences dramatiques. Et si on élargit ce type de questionnement sur les aspects culturels, c'est là qu'on touche le cœur du problème. Quelques exemples. Quel personnel soignant n'a pas déjà renoncé à signaler une erreur par crainte du regard des autres ou de la réaction de son manager? Quel manager n'a pas déjà fait pression sur ses équipes pour rogner un peu dans les coins et gagner en efficacité, en productivité? Quel directeur d'un établissement de santé a, a une bonne visibilité sur le fait que ses équipes respectent toutes les règles de sécurité? Et puis, un autre exemple, un dernier, quel établissement de santé n'a pas déjà vécu un événement indésirable grave de façon un peu soudaine, violente, mais qui, après analyse, était parfaitement prévisible? Eh bien, toutes ces questions sont au cœur de la culture de sécurité, et si on commence à essayer d'y répondre un peu, ça peut nous permettre d'avoir une première visibilité sur le niveau de culture qui est à l'œuvre dans nos organisations. Et pour nous aider à avoir des réponses positives à ces questions, quels sont les éléments indispensables pour mettre en place une telle culture? Alors, il y a tout d'abord la base, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, le management, ce qu'on appelle le leadership en sécurité. Et ça, c'est central, c'est fondamental. Euh, Ça consiste en quoi? Ça consiste tout d'abord à créer et partager une vision de ce qu'est la sécurité pour savoir où on veut aller. Quelles sont nos valeurs, quelles sont nos croyances, quels sont nos tabous éventuellement. Euh, et que cette vision soit partagée, c'est essentiel. Ensuite, c'est de donner à la sécurité la place qui lui revient dans les arbitrages. On l'a évoqué un peu tout à l'heure. S'il y a des discours sur la sécurité qui sont tenus, mais que les arbitrages qui sont rendus dans le système sont perçus comme étant à l'encontre de la sécurité, eh bien, on ne va pas embarquer les équipes dans le sujet et on ne va pas encourager les équipes à eux-mêmes faire des arbitrages sur le terrain qui vont dans le sens de la sécurité. L'autre point, on l'a déjà évoqué, c'est être présent sur le terrain, je n'y reviendrai pas. Le point suivant, c'est favoriser l'esprit d'équipe et la coopération pour casser les silos, faire en sorte que les informations circulent correctement dans le système et que les bonnes décisions puissent être prises à tous les niveaux hiérarchiques de l'entreprise. Enfin, reconnaître les bonnes pratiques et appliquer une réaction juste, ça c'est le cœur de ce qu'on appelle la culture juste. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Et puis le dernier point, c'est être crédible et exemplaire, qui est un autre fondamental du leadership en sécurité. Le fait de mettre en place cette base de façon solide nous permet ensuite de construire les 5 piliers qui ont été identifiés par James Reason, le chercheur dont on parlait tout à l'heure, qui forment l'essentiel de la culture de sécurité et qui se compose de 5 piliers. Le premier, c'est une culture de la connaissance. C'est une organisation qui collecte
et analyse les données sécurité qui sont à sa disposition, bien évidemment, mais surtout qui partage ces informations le plus largement possible. Et dans une telle culture, personne n'oublie d'être en alerte. Tout le monde a conscience des dangers qui sont présents et auxquels il faut faire face et dont il faut se prémunir. Dans une telle culture, on connaît les faiblesses du système et on sait quelles sont les limites à ne pas dépasser. Il y a le deuxième pilier qui est la culture du retour d'expérience. On en a beaucoup parlé tout à l'heure, donc c'est basé sur la confiance et le partage. Je ne vais pas y revenir non plus que ça. Le troisième pilier, c'est la culture juste et équitable qu'on a évoquée un petit peu précédemment dans le leadership en sécurité. Cette culture, elle doit être ni injustement punitive ni laxiste. C'est une culture qui recherche aussi bien les facteurs individuels que les facteurs organisationnels lorsqu'on analyse un écart. Et l'efficacité du retour d'expérience va dépendre énormément de la façon dont l'organisation va gérer les sanctions et les récompenses, donc cette culture juste et équitable. Dans cette culture, tous les acteurs savent où sont les limites. Tous les acteurs savent quels sont les comportements qui sont acceptables ou inacceptables et comprennent les sanctions, acceptent les sanctions quand il y en a, parce que de temps en temps, il doit y en avoir. Et dans une culture, un autre point qui est primordial et qui est souvent difficile à atteindre, c'est en cas d'écart, lorsqu'un opérateur va voir son manager, il doit être assuré que le manager aura la même réaction, quel que soit le manager qu'on va aller voir. Ça, c'est essentiel pour que la culture fonctionne sur ce pilier-là. Le pilier suivant, c'est la culture flexible. Une organisation et les personnes doivent être capables de s'adapter efficacement en fonction des demandes changeantes. Et on sait qu'on est dans des systèmes complexes qui changent de plus en plus souvent et de plus en plus vite. Donc il faut avoir cette flexibilité, c'est indispensable. Et on en arrive au dernier pilier qui est la culture apprenante. On doit être capable d'apprendre de ses erreurs. Et ça, c'est valable aussi bien au niveau des individus que de l'organisation. Et ça nécessite non seulement des compétences spécifiques pour savoir tirer des enseignements utiles des informations de sécurité qui remontent, mais ça nécessite aussi d'avoir une véritable volonté pour mettre en place des changements, y compris des changements majeurs lorsque c'est nécessaire. Et lorsqu'on arrive à avoir cette base solide de leadership et ces 5 piliers, on en arrive à ce qu'on appelle une culture intégrée, c'est-à-dire une culture qui est portée par une forte implication de tous les acteurs, quel que soit leur niveau hiérarchique, quelle que soit leur fonction, et une culture portée par la conviction que personne ne détient seul les clés de la sécurité et d'une activité avec un haut niveau de sécurité. Les points clés à retenir, tout d'abord, on l'a évoqué de nombreuses fois, le rôle central du management, c'est essentiel. Ensuite, deuxième point, la cohérence entre les discours et les actes notamment, on l'a évoqué également. Le troisième point, c'est se donner les moyens pour collecter, analyser et exploiter les retours d'expérience et les signaux de sécurité qui arrivent du terrain. Et le dernier point, bien évidemment, c'est impliquer et former tous les acteurs. Et ça, c'est important. Guillaume parlait tout à l'heure de compétences non techniques et de la nécessité de former et d'évaluer les pilotes, les personnels de cabine aux compétences non techniques. Mais ça ne doit pas s'appliquer uniquement au personnel de terrain. C'est vraiment à tous les niveaux hiérarchiques, encore une fois. Et puisqu'on parle de formation, on repasse la parole à Frédéric quelques instants. J'arrive. Ah, bah merci, merci beaucoup. Merci Guillaume, merci Emmanuel. Donc ouais, c'est aussi pour ça que vous êtes là, hein, c'est que comme tu l'as bien dit, comme vous l'avez bien dit, c'est pas des choses qui sont innées. Moi, je suis initialement anesthésiste encore un peu, et c'est vrai que ça fait pas partie de notre pratique courante et de notre enseignement dans la formation initiale, et donc on a décidé parce que la culture sécurité, c'est quelque chose de systémique qui touche toute l'organisation. On a décidé de vous convier pour créer ces 2 formations qui sont maintenant disponibles sur la plateforme de la Safety Academy, qui ont pour but de développer cette culture de sécurité en s'adressant aux différents strates d'une organisation que sont les individus, l'équipe et l'organisation. Donc, je vous invite après à nous contacter quand vous le souhaitez, bien entendu, si vous voulez avoir de plus amples informations sur ces parcours. Et puis, je pense que le temps est venu, je crois, des questions. Une petite bibliographie pour Oui. ceux qui souhaitent avoir quelques idées de lecture.
Et effectivement, donc je vais réafficher la bibliographie pour que vous puissiez prendre des notes éventuellement, mais si vous avez des questions, nous y répondrons avec plaisir. De toute façon, vous aurez accès rapidement, on vous adressera le lien vers le webinaire pour le voir à distance, puisqu'il y avait plus d'une centaine d'inscrits aujourd'hui. Alors, vu l'horaire, c'est pas toujours évident de se libérer entre midi et deux. Donc, vous aurez accès également à toutes ces informations. Et puis, je pense qu'il y a aussi vos coordonnées, Guillaume et Emmanuel, si vous avez besoin de questions bien spécifiques. Tu veux montrer, Guillaume, Oui. voilà. Ok. Alors, bah, du coup, moi j'ai une question. La première question, alors c'est bien gentil, mais quand on voit euh, les choses avancent, on est en train de s'améliorer, mais comment en pratique on peut mettre ça en place demain dans son organisation? Est-ce que moi, demain, qualiticien, cadre, soignant isolé, je vais pouvoir déployer ça? Par quel bout commencer? Alors, je propose de répondre à cette question. Euh, et Manu complétera. Donc, le premier point, la première étape, ça va bien sûr être de faire un bilan. Donc, la question à se poser, c'est, OK, où est-ce que nous en sommes? On a bien conscience qu'il y a des choses à améliorer, mais concrètement, où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on veut aller? Et donc, lorsqu'on fait ce bilan, on va établir une série de priorités, parce que si on essaie de s'attaquer à tout en même temps, de tout résoudre en une fois, ça ne fonctionnera pas. La technique des petits pas est cruciale. Et il va falloir faire la différence entre les éléments, les comportements inappropriés qui sont plutôt des cailloux dans la chaussure ou ceux qui sont plutôt de l'ordre de la jambe cassée pour s'intéresser à ceux-là en premier. Et bien sûr, des formations du type de celle de Safety Academy vont aider à améliorer la prise de conscience. Un autre outil qui peut être utile et qui est disponible en accès libre, alors j'ai un slide sur lequel il est présenté, c'est le guide des comportements efficaces. Donc Emmanuel et moi-même y avons contribué. Nous l'avons développé dans le cadre d'une évolution réglementaire en aéronautique et puis on s'est rendu compte qu'il pouvait être utile dans au sein de n'importe quel collectif, de n'importe quelle équipe, n'importe quelle organisation. Et l'idée, c'est que il reprend par compétences non techniques que j'ai présentées tout à l'heure, toute une série de comportements efficaces, au sens où si ce comportement est observé, ça veut dire que la performance de l'équipe sera positive, la sécurité sera améliorée, le bien-être au sein de l'équipe sera amélioré. Et donc, pour chacune des compétences, il y a toute une série de comportements. En deuxième partie du guide, il y a des questions pour progresser. Donc, par rapport à un comportement spécifique, tiens, moi, j'aimerais savoir comment mieux responsabiliser et valoriser les autres membres de mon équipe. Je vais aller dans la partie suivante et on va m'inviter à me poser toute une série de questions pour justement améliorer ce comportement-là. Et comme je le disais, ce guide, il est en accès libre. Donc, en scannant ce code QR ou en tapant guide des comportements efficaces dans un moteur de recherche, vous y aurez accès et vous pouvez le télécharger et en user autant que vous voulez. Merci. Un autre point éventuellement que je rajouterais à ce que Guillaume vient de dire, quelque chose qui marche bien aussi et qui peut être mis en place dans les organisations, ce sont ce qu'on appelle des groupes d'échange sur le travail. C'est-à-dire qu'on réunit dans une même pièce des gens qui sont issus de différents collectifs de travail pour qu'ils échangent sur leurs contraintes respectives, sur leurs difficultés respectives, et de façon à mieux se comprendre et à mieux comprendre que tout n'est pas si simple que ça et que tout ne tourne pas toujours autour d'eux. Et quelque chose qui marche bien dans ces groupes, c'est de fournir des cas d'études sur des cas médicaux, en l'occurrence pour le milieu médical, sur des situations qui ne sont pas évidentes, où l'application de protocoles standards ne va pas de soi, voilà, sur des cas un peu complexes. Et en fait, en faisant échanger les professionnels du domaine sur ces cas complexes, ça leur permet de chacun identifier une astuce, une idée, etc. et de mettre ça en débat en se disant, bah non, ton idée là, pour moi, elle peut pas marcher pour telle raison. Ou au contraire, ah bah oui, tiens, c'est une bonne idée, ça, j'y avais pas pensé. Et ce qui permet au collectif de se mettre d'accord sur quelle est la liberté de manœuvre qu'on a face à un cas médical et quelles sont les choses qui sont acceptables ou pas acceptables également au sein du collectif. Ok. Alors, j'ai une question et il y a une question qui vient de surgir.
Est-ce que finalement, tu en parles de ces fameuses réunions, mais on sait très bien que bah, on est tous à un temps limité hein, dans une journée. Et est-ce que finalement, c'est pas l'occasion finalement d'utiliser les réunions morbi-mortalité qu'on a à l'hôpital, qu'on met en place, comme finalement réunions, j'aime bien les appeler réunions sécurité patient ou réunions de culture sécurité. Ah oui, complètement, oui, c'est exactement ça. Les RMM participent effectivement à la construction de cette culture et à la valorisation de cette culture, à condition qu'elle soit bien faite, c'est-à-dire qu'elle ne s'arrête pas à l'erreur du soignant ou à l'erreur médicale, mais qu'elle aille chercher autre chose, qu'elle aille chercher derrière qu'est-ce qu'il y a, pourquoi. Ce qui, un des fondamentaux d'une culture juste, comme on a dit tout à l'heure, c'est de ne pas se focaliser sur qui, mais sur le comment. Et donc, à partir du moment où on utilise des systèmes d'analyse systémique, vous avez Alarme dans le médical qui est plutôt bien fouillé et bien complet, qui permet d'aller au fond des choses. Oui, ça participe bien sûr, et c'est l'occasion de mettre en débat des situations complexes, pas évidentes, et de voir comment on aurait pu mieux les gérer d'un point de vue des individus grâce aux compétences non techniques, mais aussi d'un point de vue organisationnel grâce aux procédures, aux formations, au matériel, au management, que sais-je encore. Et puis, ne pas oublier un autre point qui est essentiel, on l'a évoqué un peu tout à l'heure, c'est lorsqu'on fait, que ce soit des revues morbi-mortalité ou que ce soit un système de retour d'expérience du manière générale, un point qui est essentiel et qui est souvent négligé, c'est le retour d'informations vers les personnels concernés. Pour que chacun puisse voir que le système fonctionne, que le système s'améliore, qu'il est dans une recherche d'amélioration permanente et que chacun s'investisse et se sente investi dans la démarche. Ah, Et je compléterai rapidement en disant que dans ces réunions, la difficulté, c'est souvent qu'elles soient organisées, d'après ce que j'ai pu observer, qu'elles soient organisées de manière structurée, avec un objectif de compréhension de l'erreur en tant que processus et pas en tant que résultat qui soit clairement défini. Et une manière de faire, c'est de former une personne, de lui donner les compétences de coaching et de coacher cette réunion. Même une personne qui n'est pas au fait, qui n'a pas nécessairement les compétences médicales pour comprendre ce qui se passe, mais qui a les compétences pour poser les bonnes questions et pour écouter les personnes, pour faciliter les discussions. Parce que c'est souvent là que le bas blesse, c'est que même si tout le monde est de bonne volonté, finalement, très rapidement, on en arrive à une conclusion qui n'est pas la bonne. Et donc, on n'a pas les améliorations subséquentes possibles. C'est ce qu'on appelle en simulation en santé, quand il y a des débriefings sur de la simulation in situ, c'est les facilitateurs de discussion, d'échange. Alors, il y a une question, et puis qui va faire le lien, et puis il y a une deuxième qui arrive. Comment convaincre, former, voire sanctionner des collaborateurs en statut indépendant? Alors, ce que vous appelez indépendant, j'imagine, c'est libéral, donc c'est des médecins comme moi, par exemple. Euh, Alors, de l'expérience que j'ai eue, notamment dans 6 hôpitaux et cliniques en Belgique il y a quelques années, où on a formé plus de 600 personnes, les médecins étaient des libéraux, donc ils n'étaient pas obligés de venir. Euh, Initialement, on a eu une cinquantaine de pourcents des médecins qui sont inscrits. À la fin, on a plus de 90% des gens qui sont venus parce on a proposé d'organiser des journées supplémentaires parce que les gens entendaient parler de ce qui se faisait et disaient, ça a l'air super, finalement, je voudrais venir. La manière dont on procédait, c'était qu'il faut que les gens se sentent concernés. Il faut donner du sens à tout ça. Et une manière de se sentir concerné, enfin, moi je connais deux manières. La manière dure que je souhaite à personne de connaître, c'est d'être soi-même acteur d'un événement indésirable à conséquences graves et donc de se retrouver à devoir vivre avec ça et puis de se remettre en question. L'autre manière, c'est de découvrir comment comment fonctionne le cerveau, au travers notamment du modèle système 1, système 2, parce que je rencontre beaucoup de personnes qui disent non, non, mais moi je ne suis pas concerné. Et puis quand on les met dans des situations où ils se rendent compte que, ben si, effectivement, ils ont commis une erreur, mais c'est dingue, comment ça se fait qu'on puisse commettre une erreur aussi bête? Eh bien, ils se rendent compte qu'ils sont concernés aussi. Et à partir de là, ils emboîtent le pas pour petit à petit accepter de se remettre en question.
Merci. Il y a une question, c'est comment on passe des intentions en action? Comment embarquer, parce que c'est vrai qu'on sort souvent d'une RML avec plein d'idées et tout, et puis vite le soufflet il va retomber. Comment c'est fait dans d'autres industries? Alors là, l'idée qui me vient, je passe la parole à Manu après, mais l'idée qui me vient, c'est de s'appuyer notamment sur un outil comme le guide des comportements efficaces, parce que à partir d'intentions que vous aurez, si vous parvenez, enfin, vous parviendrez très certainement à identifier le comportement qui est en lien avec cette intention. Et puis, plus loin dans le guide, vous allez pouvoir vous poser les bonnes questions sur, OK, qu'est-ce que concrètement on peut mettre en place pour démontrer ce comportement au quotidien? Parce qu'on sait que ce comportement, ça a été démontré, on sait que ce comportement va avoir un effet positif. Je compléterai en disant que lorsque les systèmes, les modèles d'analyse systémique tels Alarm ou autres sont utilisés de façon complète et efficace, on arrive effectivement très rapidement à un nombre important de facteurs contributifs et pas toujours évident de faire le tri là-dedans et d'identifier les priorités. Ça, il y a rien de mieux que l'intelligence collective pour pallier à ça. C'est-à-dire, une fois qu'on a analysé et identifié tous les facteurs contributifs, euh, il y a une chose qui est intéressante à faire toujours, c'est de rédiger l'histoire, de raconter l'histoire en reprenant le fil rouge de ce qui s'est passé et d'identifier les moments clés où il y a eu des bascules et de remonter jusqu'au moment où la bascule initiale a eu lieu. Et en faisant ce travail-là de façon collégiale, on arrive à identifier quelles sont les vraies causes racines. Et encore une fois, il est important d'aller jusqu'à l'identification de ces causes racines, parce que si on reste en surface, on corrigera les choses à la marge, mais sans efficacité. C'est une chercheuse du MIT qui s'appelle Nancy Leveson qui dit que l'erreur, en fait, est le symptôme d'un système qui doit être repensé. Et c'est exactement ça, en fait. On part de l'erreur, et certes, on a du travail à faire pour fiabiliser les comportements des individus au travers des compétences non techniques. Mais au-delà de ça, en termes de supervision, quel était le climat managérial? Est-ce que, il y avait eu des signes précurseurs qui auraient pu être identifiés par les audits de qualité avant que l'accident n'arrive? Est-ce que les procédures étaient adaptées? Est-ce que les ressources étaient bien disponibles? Et c'est uniquement en allant jusqu'au fond de ces facteurs contributifs qu'on arrivera à identifier les priorités qu'on doit se donner dans les actions. Du coup, tu as répondu également à une question autour des EIG et de l'arbre décisionnel à l'arme ou de James Reason. Moi, j'ai une dernière question. Alors, Euh, excuse-moi, Frédéric, l'arbre décisionnel de Reason, je ne sais pas si c'est le modèle de Reason analyse avec les plaques de Reason ou si c'est l'arbre décisionnel pour une culture juste. je pense qu'on va avoir peut-être une C'est réponse. juste une petite parenthèse rapide. Ouais. C'est effectivement dans une démarche culture juste, une fois qu'on a analysé en profondeur ce qui s'est passé, l'autre point clé, c'est d'utiliser un arbre de décision qui nous permet d'identifier est-ce qu'il doit y avoir des sanctions et quel type de sanctions? Et en général, ces arbres de décision, il en existe plusieurs modèles, Reason c'en est un parmi d'autres, tournent autour de trois notions, savoir, vouloir, pouvoir. Est-ce que la personne connaissait les règles? Est-ce qu'il connaissait le travail? Est-ce qu'il avait une expérience sur la tâche? Est-ce qu'il pouvait respecter les règles? Est-ce qu'il avait des pressions sur le dos? Et est-ce qu'il voulait respecter les règles? C'est-à-dire, est-ce que, et là, il y a des tests qui peuvent être faits comme des tests de substitution, c'est-à-dire qu'on prend un autre individu avec le même niveau de compétence, le même niveau de connaissance et d'expérience, et est-ce que dans la même situation, il aurait fait la même chose que son collègue? Si la réponse est oui, clairement, on n'est pas sur de l'individu. Voilà, très, très rapidement et succinctement. Merci. Et donc la dernière question, moi qui interpelle toujours, c'est que euh, souvent quand bah, nous on va proposer des formations, hein, on est vu comme un coût et pas comme un investissement. Et comment l'industrie, l'aéronautique, mais les autres également, hein, qu'est-ce qui a facilité ce changement de point de vue de je dépense et puis au final ça fait pchit, ça sert à rien, à finalement j'investis parce que je vais gagner en qualité, en fiabilité et puis en qualité de vie au travail aussi d'ailleurs. Alors, il y a plusieurs choses, et puis je laisserai éventuellement Guillaume compléter. C'est l'industrie aéronautique a pris dans la douleur
a appris dans la douleur, avec les accidents qui ont émaillé l'histoire de l'aviation civile tout au long des décennies, et encore les accidents des 737 MAX en 2018-2019. Typiquement, les 737 MAX, c'est un exemple en termes de culture de tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est vraiment symptomatique de ça. C'est-à-dire qu'il y avait des personnels bien formés, des pilotes de ligne qui connaissaient leur boulot, qui étaient expérimentés. Il y avait des procédures, mais qui étaient inadaptées. Il y avait du matériel qui était inadapté. Et tout un climat culturel autour de Boeing et dans Boeing qui faisait que ça a complètement dégénéré. Donc ça, c'est vraiment ça. On a appris malheureusement aussi dans la douleur. Et au-delà de ça, effectivement, tu as très bien dit, Frédéric, quand on rentre dans une dynamique facteur organisationnel humain, culture de sécurité, on rentre dans une dynamique vertueuse, c'est-à-dire qu'on améliore non seulement la sécurité, mais également la qualité de vie au travail, on améliore également la productivité, les résultats financiers. Alors, il y a très peu d'études sur ce sujet-là, mais il y en a quelques-unes quand même, notamment une qui concerne le médical. Aux États-Unis, au début des années 2010, dans le groupe Wexner, qui réunit les hôpitaux universitaires de l'État de l'Ohio, ils ont décidé de déployer des formations aux compétences non techniques de façon très large. Ils ont formé plus de 6000 personnes en 3 ans. Ça leur a coûté 3 ou 4 millions de dollars à peu près. Et en fait, ils ont arrivé à calculer le retour sur investissement qu'ils ont évalué. Alors la fourchette est assez large, parce que ça dépend comment on calcule, et ils ont voulu être très conservateurs dans leur calcul, mais le retour sur investissement est estimé entre 12 et 28 millions de dollars. Ne serait-ce qu'avec la baisse des erreurs médicales graves ou la réduction des maladies nosocomiales ou ce genre de choses. Donc il y a un vrai retour sur investissement, et à tel point que dans l'aéronautique, et je crois que dans le médical, tu me détromperas, Frédéric, mais dans l'aéronautique, toutes ces démarches, culture de sécurité, système de gestion de la sécurité et autres formations au CRM sont prises en compte par les assureurs pour faire baisser les primes des compagnies, des primes d'assurance des compagnies aériennes. Guillaume, si tu veux rajouter quelque chose. Non, non, initialement, je dirais, en aéronautique, initialement, il n'y avait pas réellement de mesure. La première mesure qui a été faite, c'était au simulateur, est-ce que ça vous aide? Et puis, il y a une enquête qui a été menée auprès de 28 000 pilotes. Est-ce que ces formations CRM, vous les trouvez positives dans le cadre de votre métier? Et la réponse a été de manière très, très, très majoritaire, oui. Par contre, l'évaluation précise des gains ou de la diminution des coûts associés à des accidents, elle est très très difficile à faire. Et effectivement, Manu a parlé d'études là dans l'Ohio avec un retour sur investissement qui va de 4 à 10 en fonction de la manière dont il calculait. Donc, il y a quelques pistes, mais elles sont très très peu nombreuses. Ok. Bah, écoutez, il est 13h29. C'est incroyable. On a tenu. Bah, écoutez, il me reste plus qu'à vous remercier tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci Emmanuel et merci Guillaume. C'était vraiment très intéressant. Donc, on vous fera parvenir donc ce lien vers le replay pour voir les paroles d'Emmanuel et Guillaume. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous.